Alors, ça a été dit, je m'appelle Steven Lui, je suis docteur en psychologie clinique et psychopathologie. En France, je suis psychologue clinicien et psychothérapeute et j'enseigne également en psychologie à l'université Paris-Nanterre. Je suis quand même la dernière personne à parler, donc c'est un honneur de clôturer ce colloque. C'est quand même ma deuxième participation. La première, j'étais étudiant au doctorat et je reviens en tant que docteur à ce colloque. Alors, le, le titre que je vous propose, le titre de ma présentation, ça s'intitule Traumatisme complexe et migration traumatique à l'étranger, l'expérience de la double absence dans la migration haïtienne. Et je vais illustrer à travers deux vignettes cliniques pour comprendre ces notions-là. Alors voilà le plan que je vous propose. En tout premier lieu, je vais rapidement parler de l'origine des données. C'est important de situer d'où je parle et présenter aussi rapidement en état de l'art des concepts utilisés dans le cadre de cette présentation. Donc, ici, c'est les traumatismes complexes. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est le cas haïtien. C'est important de situer à partir de cette temporalité-là. La migration à l'étranger, la double absence. Je parlerai également de la méthodologie que j'ai utilisée et les résultats que je vais présenter pour illustrer à travers deux vignettes cliniques avant de conclure. Alors, c'est important de dire d'emblée que je ne présente pas aujourd'hui une recherche ou des résultats d'une recherche sur le racisme. Vous l'aurez compris avec la présentation du professeur de Rivoire ce matin. En France, on n'en est pas encore là. Donc, on ne mène pas des recherches sur le racisme. Alors, les données que je vous présente viennent de ma thèse de doctorat que j'ai réalisée de 2020 à 2023 sur le séisme de janvier 2010. C'est important de partir de cette temporalité-là pour comprendre la suite de ma présentation. Alors, pourquoi proposer un tel thème à l'université? Pourquoi réfléchir 10 ans après le tremblement de terre à travers une thèse de doctorat? Alors, le 12 janvier, mais rapidement, il y a eu un violent tremblement de terre qui a frappé Haïti. Les dommages humains et matériels sont importants. Tout de suite après, les chercheurs haïtiens et étrangers ont essayé de comprendre la notion de résilience dans sa scientificité. Il y a eu tout un chantier qui a été lancé pour comprendre cette notion-là, notamment par le professeur Dorivoire, ici présent, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire résilience. C'est un concept qu'on faisait dire ce qu'elle n'était pas dans le cas haïtien, dans le sens où résilience, ça voudrait dire une sorte de capacité à encaisser sans jamais rebondir dans le cas haïtien. Et les recherches qui ont été menées ont montré que la résilience dans le cas haïtien peut être une résilience traumatique. On n'a pas le temps pour développer cette question-là, mais après ce tremblement de terre, des chercheurs haïtiens et étrangers ont essayé de comprendre cette notion, mais ils se sont intéressés uniquement aux survivants de l'intérieur. Sauf que après ce drame, des centaines et des milliers de survivants ont fui Haïti, sont partis en France, au Canada, aux États-Unis. Et j'ai voulu comprendre qu'est-ce qu'ils sont devenus 10 ans après le tremblement de terre. Que deviennent ces survivants après avoir vécu un premier traumatisme dans leur pays d'origine, la migration à l'étranger qui peut être potentiellement traumatique, et comment ils arrivent à s'en remettre.
Et là, on en a parlé à l'instant de l'incidence de la spiritualité. Et j'ai voulu comprendre, est-ce que la spiritualité a une incidence ou pas dans leur processus de résilience? Donc, c'est cette thèse de doctorat que j'ai soutenue en décembre 2023 sous la direction du professeur Daniel de Rivoire. Donc, c'est une thèse que j'ai réalisée sous forme d'article. Donc, il y a eu 6 études et les résultats sont en train d'être publiés. Rapidement, j'ai fait une recension internationale de la littérature sur les thèmes de ma recherche. J'ai travaillé également sur la spiritualité et la religiosité chez cette population survivante. J'ai analysé le vécu avant, pendant et après la migration. J'ai travaillé aussi avec les chefs religieux pour voir leur implication après le tremblement de terre et d'essayer de comprendre ces notions de traumatisme complexe, la migration traumatique et la double absence dans la migration haïtienne. Alors, la méthodologie que j'ai employée dans le cadre de la thèse globalement, c'est une méthodologie mixte, quali et quanti. On a fait des entretiens qualitatifs et quantitatifs et des questionnaires en ligne. Et nous avions eu des participants pour la partie quanti, 261, et la partie quali, 20. Et ce qui est important de souligner, les participants, à la fois pour les études qualitatives et quantitatives, étaient d'originaire de France, du Canada, du Québec, des États-Unis et Haïti. Et les résultats globaux, on n'a pas le temps de développer, ont montré que la spiritualité a quand même eu une incidence positive dans le parcours de résilience de ces survivants-là. On a observé rapidement qu'il y avait une différence de pratique de la spiritualité entre les sites, c'est-à-dire pourvu que la personne ou le participant soit en France ou en Amérique du Nord, l'approche de la spiritualité, la pratique de la spiritualité n'est pas la même. Donc, il y a eu une différence entre ces différents sites et rapidement, les résultats ont montré aussi que les chefs religieux ont montré leur pragmatique dans l'Haïti post-séisme. Alors, c'est important de s'attarder, mais pas trop longtemps, sur les notions de traumatisme complexe. De quoi parle-t-on? On parlait à l'instant de trauma intergénérationnel, du traumatisme historique. Le traumatisme ou les traumatismes complexes dans l'Haïti post-séisme, ce que nous dit la littérature rapidement sur ce concept, le traumatisme complexe, peut se définir comme un empilement de plusieurs traumatismes. Il y a plusieurs traumatismes qui se télescopent, qui se heurtent entre eux, et parfois dans un contexte d'amnésie traumatique ou d'hyperamnésie paradoxale. Et dans le cas d'un diagnostic de traumatisme complexe ou de trauma cumulatif, dépendamment du cas théorique qu'on se situe, donc on peut observer plusieurs antécédents tels que le trouble du stress post-traumatique qui est caractérisé par des critères de répétition. La personne va éviter de parler de l'événement, par exemple, ou il peut y avoir des critères de dissociation où la personne ne sait plus ce qu'elle est, donc ou d'hypervigilance, ou des répercussions également sur l'humeur de la vie sociale. Et dans le cas d'Haïti, les recherches ont montré qu'il y a l'existence ou même la coexistence d'un empilement de plusieurs traumatismes. C'est-à-dire, en tant que clinicien, en tant que psychologue, travailleur social, effectuant une recherche en psychologie clinique, en psychopathologie, quand j'ai en face de moi un sujet originaire d'Haïti, par exemple, on peut avoir du mal à savoir ce qui fait trauma. Est-ce le tremblement de terre? Est-ce la migration en France? Est-ce que c'est le traumatisme historique? Rappelez-vous que Haïti naît d'une convulsion coloniale après le déracinement, après la traite négrière. Et ce sont des gens qui ont été, enfin, les ancêtres, ce sont des gens qui ont été kidnappés, qui ont fait la traversée.
et qui ont donné naissance à cette nation qu'on va appeler plus tard Haïti. Donc, dans l'appareil psychique haïtien, on peut avoir du mal à savoir ce qui fait trauma. En tout cas, la recherche l'a montré, la recherche de ces 10 dernières années. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le séisme de janvier 2010, c'est-à-dire les participants de cette recherche, ce sont les survivants du séisme de janvier 2010. Alors, migration à l'étranger, moi, ce qui m'intéresse aussi, ce sont des participants qui ont vécu le tremblement de terre en Haïti et qui sont partis en France. Donc, aussi au Canada, aux États-Unis. Mais les vignettes que je vais présenter, ce sont des survivants, en tout cas des résidents français qui sont en France. Alors, la migration globalement peut se définir comme tout mouvement de personnes quittant le lieu de résidence habituel, soit à l'intérieur d'un pays, soit par-delà d'une frontière internationale. C'est pour dire que dans cette salle, nous sommes tous migrants. Donc, indépendamment de son origine, indépendamment de son pays de naissance, si l'on se base sur cette définition. Alors, ce qu'on observe, soit en France, la notion d'immigré, le migrant, ça devient une sorte de un mot valise, hein, une notion assez floue, hein, parce que on s'intéresse seulement à l'immigrant, ou du moins c'est le migrant, qui a quitté son pays et qui est arrivé dans un pays d'accueil, ça peut être la France, le Canada, les États-Unis, mais on va s'intéresser uniquement à cette personne arrivée sur le sol français, arrivée sur le sol américain ou le sol canadien. On va taire, ou du moins, on ne va pas s'intéresser à son passé. Qui était cette personne? Est-ce qu'elle avait une vie avant d'arriver en France? Est-ce qu'elle avait une famille? Est-ce qu'il était journaliste dans son pays? Est-ce qu'il était quelqu'un? On peut poser la question aussi. Donc, et l'immigrant qui m'intéresse en France, l'immigrant ou le migrant en France, il fait face à toutes sortes de stigmatisation, notamment la politique des guichets, parce que quand la personne migrante qui va renouveler son titre de séjour à la préfecture, elle ne sait pas si, à la fin de la procédure, si elle va obtenir sa carte de séjour ou si elle va avoir une obligation à quitter le territoire français, ce qu'on appelle un OQTF. Donc, en France, les personnes migrantes font face à un Occident mondialisé, racialiste, capitaliste, culturaliste, et qui sont traversés par des séismes identitaires. On n'a pas le temps pour développer toutes ces notions. La migration, immigrer, c'est immigrer avec son histoire. C'est une citation de Sayad qui m'intéresse. L'immigration étant elle-même partie intégrante de cette histoire, avec ses traditions, ses manières de vivre, de sentir, d'agir et de penser avec sa langue, sa religion, ainsi que toutes les autres structures sociales. Alors que ces migrants sont confrontés à des pays occidentaux qui leur disent d'oublier son passé, d'oublier son origine culturelle, d'assimiler, si on est dans un cadre français par exemple, ou de faire sienne la culture du pays d'accueil en, en oubliant sa culture d'origine. Alors, une autre notion chère à cette recherche-là qui m'intéresse, c'est la notion de double absence. Concept qui est un peu caduque dans le monde académique, mais que j'ai quand même remis en activité dans le cadre de ma thèse parce que pour le sujet qui m'intéresse, le cas d'Haïti par exemple, je pense que cette notion n'a pas été trop développée dans une perspective de psychologie et de psychopathologie clinique. Alors pour faire simple, Abdelmalek Sayad, qui est à l'origine de ce concept, la notion de double absence, c'est un sociologue algérien qui a beaucoup travaillé sur l'immigration algérienne en France et il a voulu proposer ce concept justement pour dénoncer ce qu'ils appellent l'ethnocentrisme des travaux, donc les travaux en France par exemple, qui ne s'intéressaient qu'à l'immigré une fois sur le sol français en occultant
les migrés, et par là même l'unité du processus migratoire. C'est ce que je disais à l'instant. On va s'intéresser, en tout cas, les travaux qui s'intéressaient aux migrants, à l'immigration, à la personne migrante, vont s'intéresser uniquement à la personne migrante une fois sur le sol français, en occultant ce que la personne a été dans le passé. Donc, la personne se retrouve ballottée entre deux temps, entre deux pays, entre deux conditions. Donc, la personne ne sait dans quelle communauté se situer. Il y a une autre chercheuse qui a proposé, sans que cette notion de double absence soit désuète, de réfléchir sur ce qu'elle appelle la double présence. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup plus de double présence pour montrer qu'aujourd'hui, la communauté algérienne a une double présence, à la fois en France, mais aussi en Algérie. La méthodologie que j'ai utilisée, c'est une méthodologie, une clinique que j'appelle une clinique singulière. Nous avons mené des entretiens semi-directifs sur le parcours avant, pendant et après la migration. On propose ici une culture d'aller vers qui propose de rompre, hein, de faire rupture avec la clinique classique. Hein, donc la clinique classique où le clinicien reste dans son bureau, dans son cabinet, et c'est au patient d'aller vers, hein, d'aller vers le professionnel. Et l'autre clinique qui m'intéresse, c'est cette clinique de la mondialité. Alors, la clinique de la mondialité, j'ai pas le temps pour développer cette notion de clinique de la mondialité. C'est une clinique qui a été proposée par le professeur de Rivoire. Et ce qui m'intéresse dans cette notion de clinique de la mondialité, c'est que ça propose une nouvelle perspective. Pour faire simple, la clinique de la mondialité, c'est d'abord et avant tout une posture, une manière d'écouter. Une manière d'écouter l'autre, une manière d'écouter soi-même, une manière d'écouter, une autre manière d'écouter la personne dite migrante, etc. Alors, cette clinique propose d'envisager l'individu dans un système multicentrique. On est habitué à cette clinique qui s'intéresse au lien groupal, au lien familial, au lien institutionnel. Mais vous savez, en psychologie clinique, quand on travaille avec un patient, un sujet singulier par exemple, qui présente parfois un symptôme en approche systémique, le patient porteur du symptôme, hein, peut ne pas être la personne malade. Ça dit qu'il y a un dysfonctionnement au niveau familial, au niveau groupal, etc. La clinique de la mondialité, telle qu'elle est proposée par le professeur de Rivoire, propose de faire un pas de plus. C'est-à-dire, en plus, hein, d'observer le familial, le groupal, l'institutionnel chez la personne, mais de voir la résonance du monde. Hein, de voir la résonance du monde, hein, chez ce sujet singulier. La clinique de la mondialité, c'est un prolongement aussi de ce qu'on a appelé en France l'ethnopsychiatrie, qui a été lancée, qui a été proposée par Lumars, ce psychiatre haïtien, qui propose, hein, parce que la psychologie classique occidentale et la psychiatrie ont été teintées, hein, de l'anthropologie coloniale, d'une sorte d'ethnocentrisme, parce que telle qu'elle est pensée en Europe, on va réfléchir pour eux, avec une logique binaire, on va réfléchir pour eux, les migrants, et nous occidentaux. Louis Mars a proposé de sortir de cette logique binaire en proposant l'approche, l'ethnopsychiatrie, dont s'inspire la clinique de la mondialité. Donc la clinique de la mondialité, c'est une disposition d'esprit dans laquelle le clinicien, le professionnel se préoccupe de penser le sujet singulier dans le monde et en même temps de repérer le mondial dans les moindres expressions du sujet singulier. Donc c'est un peu ce qu'on entend en France, mais ça va au-delà, hein, de la clinique transculturelle, de la clinique interculturelle.
Donc, la clinique de la mondialité s'inspire vraiment du champ conceptuel de l'ethnopsychiatrie. Mais la clinique de la mondialité, c'est une manière aussi de prendre le monde pour objet. On n'a pas le temps de développer, une manière de se penser dans le monde et de penser le monde en soi. Vous aurez compris que cette clinique ne peut pas se contenter de la psychologie uniquement, comme unique grille théorique, comme unique référentiel théorique. Elle va user de l'anthropologie, de l'histoire, de la sociologie, de la fiction aussi, de la littérature, pour essayer de penser le sujet singulier tout en observant le monde en lui. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j'aurai 2 vignettes cliniques à vous proposer pour illustrer tout ce que je vous raconte depuis un instant. Alors, il y a deux situations qui m'intéressent. C'est le cas de Madame B. Au moment de notre rencontre, elle avait 31 ans. Et le cas de Monsieur P. au moment de notre rencontre, qui avait 33 ans. Alors, le premier cas, c'est une personne qui est arrivée en France en 2011, donc tout de suite après le tremblement de terre. Et cette personne-là a vécu 2 tentatives d'assassinat et de kidnapping, donc en Haïti. Et tout de suite après, elle a, elle a migré en France pour poursuivre ses études. Moi, j'ai eu la chance de la voir. On a eu une première rencontre en 2019 pendant, en tout cas, mon mémoire de maîtrise où on a eu 2 entretiens. Et quand j'ai voulu approfondir mon travail mon mémoire de maîtrise à travers une thèse de doctorat, j'ai ressollicité cette personne-là pour participer à ma recherche. Et on aura compris parce que le premier entretien avec, cette personne-là, cette patiente-là, ce sujet-là, dans le cadre de ma thèse, en tout cas, m'a marqué et me marquera pendant tout le reste de ma vie. Elle va opérer tout un contrôle policier sur mon identité, pour savoir qui j'étais, d'où je venais en Haïti, pourquoi je fais une thèse de doctorat. Avant de me lâcher, on ne sait jamais si tu n'es pas un tonton Macoute. Alors, le tonton Macoute en Haïti, c'est alors, comment l'expliquer? C'était des miliciens au service de la dictature des Duvalier. Donc, Haïti a connu une période dictatoriale pendant près de 30 ans. Et quand une patiente me lâche ça, au détour d'une conversation, lors d'un entretien clinique de recherche, je ne savais pas comment me positionner, comment me situer. On ne sait jamais si tu n'es pas un tonton Macoute. Cette phrase va résonner pendant tout le long de ma recherche de doctorat. Donc, il y aura une méfiance et pendant tous nos entretiens à venir, elle insiste pour qu'il n'y ait pas une trace, qu'il n'y ait aucune trace de moi. Je ne veux pas qu'il n'y ait aucune trace de moi. Bien que lors d'une recherche, on signe un protocole, on informe la personne du consentement éclairé, que sa participation est libre et autres. On a fait tout ce préalable-là. Et pour me lâcher, je ne veux pas qu'il y ait aucune trace de moi. Cette personne, cette participante va insister pour voir à la fin des entretiens mes notes d'entretien. Donc, première méfiance. Deuxième rencontre, quand j'ai rencontré cette personne dans le cadre de ma thèse de doctorat, on aura 6 entretiens de 2022 à 2023, pardon. Et cette personne m'a sollicité à la suite de mon doctorat pour qu'on puisse avoir un entretien par mois parce qu'elle en avait marre en tout cas, du système de soins en France qui avait une approche condescendante, une approche binaire, et elle trouvait que, en tout cas, la rencontre ou les rencontres cliniques que je lui ai proposées
en tout cas, répondait à sa demande ou ça lui convenait. Et on a quelques observations, quelques verbatims, donc pour observer cette double absence. Là, elle me parle de sa vie à Port-au-Prince. Donc, elle me dit, par exemple, tu sais, c'était pas une vie, ça, à Port-au-Prince. Donc, elle m'explique à Port-au-Prince, après le tremblement de terre, je ne pouvais pas sortir seul sans être accosté d'un agent de sécurité de mon père. J'avais très peu de moments de loisirs avec mes amis. Franchement, tu sais, c'était pas une vie, ça. Elle me demande si je note ça aussi. Tu notes ça aussi? Et là, elle m'explique sa tentative, une première tentative d'assassinat. À peine qu'on ait marché 2 minutes, deux hommes à moto ont failli m'attraper. J'ai couru en criant au secours, tout en laissant derrière moi mon sac à dos. Là, elle m'explique, à travers ce verbatim-là, son départ d'Haïti. Le physique du pays était désagréable. Il y avait des tentes après le tremblement de terre par-ci et par-là. Franchement, j'en pouvais plus. Mes parents ont mobilisé leur réseau pour que je puisse quitter le pays. Et là, c'est son arrivée en France, à mon tour de découvrir que j'étais juste une étrangère, une black de plus dans ce pays qui ne m'attendait pas. Ici, en France, je ne suis rien, alors que là-bas, j'étais la fille de monsieur et madame. Je connaissais personne à mon arrivée, cloîtré ici, cloîtré là-bas, la même merde, quoi. Il faut voir ça à la préfecture. Comment la dame m'a regardé de haut en attrapant la liasse que j'avais amenée pour renouveler ma carte de séjour. Silence, pleurs, ils viennent me persécuter jusqu'ici. On comprendra au fil des entretiens comment cette personne, après son arrivée en France, cette personne qui en- avait quand même euh, avait quand même une motivation parce qu'elle voulait quand même quitter le pays, bien sûr grâce à la mobilisation, en tout cas du réseau personnel de ses parents, mais elle va confronter, j'appellerai, je nommerai pas ça, je ne dirais pas c'est du racisme, mais je laisse aux soins en tout cas à vous, d'en juger, parce qu'en France, on n'en parle pas. Et elle m'explique lors d'un entretien que avant de quitter Haïti, elle avait une maman qui notait toutes les paroles des chansons françaises. Donc, elle avait un père qui idéalisait la France, qui parlait de Tour Eiffel, qui parlait de ses études à l'université en France. Et là, arrivée en France, elle découvre que ce pays ne l'attendait pas. On comprend cette manifestation de la double absence. Le traumatisme du tremblement de terre, les deux tentatives de kidnapping et d'assassinat, arrivé en France, le contact avec la préfecture, où on le traite n'importe comment. Alors, la deuxième vignette clinique, c'est un monsieur que j'ai rencontré, il avait 33 ans, il est arrivé en France en 2024 avec un visa Schengen de 20 jours, il décide de rester en France, ça va être très très compliqué la suite de son séjour en France, parce que sans papier, on a une vie pas évidente. Donc, on se rencontre pour la première fois en 2019 lors de mon mémoire de maîtrise, on a eu 2 entretiens. Donc, il me décrit sa situation en France comme un SDF, sans-papier. Ici, je crois on appelle ça itinérant. Donc, pression familiale, hein, donc, parce que sa famille disait, vous êtes admis à rester en France à moins que vous puissiez poursuivre vos études. Sinon, vous pouvez rentrer après, avant l'expiration de votre visa Schengen. Il, il va découvrir à l'université va lui offrir un espace de socialisation parce qu'il a quand même réussi à entrer à l'université. Mais plus tard, il va confronter à une grande épreuve, c'est qu'il va recevoir ce qu'on appelle en France un OQTF, il manque F, en tout cas dans mon PowerPoint, c'est une décision judiciaire, en tout cas, où
on invite en tout cas, c'est une obligation, comme son nom l'indique, à quitter le territoire français. Donc, et ça va l'amener à des séjours en psychiatrie par la suite après avoir reçu ce document-là. Donc, on a eu des entretiens de 2022 à 2023 dans le cadre de mon doctorat. Donc, comment ça se manifeste cette notion de double absence que j'ai observé au fil des entretiens? Là, je note quelques verbatims. Donc, une fois arrivé en France, il dit le pire était derrière moi. Donc, j'avais quitté Haïti. J'étais prêt à tout. C'est-à-dire, peu importe, même si j'avais pas de papier en France, rien de pire ne pouvait m'arriver par rapport à ce que j'ai vécu en France. J'étais prêt à tout, car ce que j'ai vécu là-bas ne pourra pas être pire qu'ici. J'ai vécu une sorte d'enfer. Là, il est en France, il dit, il ne savait pas par rapport à sa famille, il ne savait pas ce que je vivais ici, en France. J'étais isolé. Là, c'est la famille qui lui pressure, qui demande quand est-ce que vous allez poursuivre vos études, parce que pour rester en France, c'était la seule condition pour rester en France. Euh, tous mes amis, je ne connaissais pas trop de personnes ici, là, en France. Tous mes amis étaient là-bas, j'étais sans papier, j'avais du mal à définir la suite de mon avenir ici. À la fac, je faisais bonne mine. Je prenais sur moi, mais ce truc me rongeait. Ce truc qu'il n'arrivait pas à nommer. J'avais enlevé le poids de n'être pas allé à l'université. Ça enchantait mes parents, mais j'étais sans papier. Je ne pouvais pas travailler légalement. Ma famille comptait sur moi. Il y a eu un silence. Ici, on dit on travaille au noir, au black. C'est fou qu'on ramène tout ce qui est mauvais au noir. J'ai travaillé 3 ans sans relâche dans un entrepôt. C'était de l'exploitation pure et simple. Alors, ce que j'ai pas dit dans ma présentation, c'est que ces deux personnes ont eu, avant ma rencontre avec elles, ont eu un diagnostic de polytraumatisme, de trauma cumulatif, suite à des séjours en hôpital de jour en France. Ils me persécutent jusqu'ici. J'ai pourtant laissé le pays. Ils doivent avoir des pions ici en France pour m'intimider. Même mon avocat était dans le plan. C'est un complot, ça. Donc, méfiance, persécution, délire, on peut les qualifier de toutes sortes de mots. Donc, 2 minutes. Alors, on a observé à travers ces verbatims que j'ai proposés ce qu'on appelle des traumatismes complexes ou des traumas cumulatifs, mais ça reste quand même une grande interrogation dans ma présentation, ou du moins dans ma thèse. J'en parlais à l'instant à mon directeur de thèse. Qu'est-ce qui fait trauma quand on est face à un patient qui a vécu un premier traumatisme dans son pays d'origine, le tremblement de terre ici, la migration, comme je le disais à l'intro, qui est potentiellement traumatique. Hein? Euh, Est-ce que c'est le séisme qui fait trauma? Est-ce que c'est la migration en France? Ou bien est-ce qu'on est dans une sorte d'après-coup traumatique? Parce que quand on est originaire d'Haïti, on vit en France, je pense on ne peut pas s'en passer de l'histoire des deux pays. Est-ce qu'il y a un après-coup de ce traumatisme historique qui fait surface, qui fait traumatisme chez ces deux patients? Donc, on a observé aussi la double absence. Donc, il y a une sorte de ballottement entre là-bas et ici. Je ne suis ni en France, ni en Haïti. De toute façon, ni la France, ni Haïti n'a besoin de moi. Je ne suis rien. Donc, pour accueillir, en tout cas, de telles problématiques, il nous faut sortir de la clinique classique, de la clinique qui, pour opérer, a besoin de cure. Donc, on est face à des patients qui ont une méfiance du système de soins français. Donc là, quelle clinique proposer? Comment accueillir ces patients? Comment changer aussi de paradigme? Comment changer d'outils cliniques pour mieux les accueillir? Donc, je reviens
à cette clinique dite de la mondialité qui est le référentiel que j'ai utilisé. Donc, le clinicien de la mondialité doit faire usage de l'humanisme, hein, de la pluridisciplinarité, parce que la psychologie, elle seule, ne suffira pas. Ce que je dis aussi à mes étudiants, donc l'humanisme, ça commence, on peut, euh, on peut la simplifier. Ça peut être, ça commence par l'accueil. Comment vous accueillez votre patient, hein, quand il passe la porte? Hein? Est-ce que vous lui dites bonjour? Est-ce que ce bonjour est chaleureux? Est-ce que vous lui demandez comment a été le trajet? Est-ce que vous restez collé à votre grille, hein, rigide, hein, tel qu'on vous a appris en tant que clinicien, futur psychologue, à être rigide, à garder une distance avec le patient, mais aussi à convoquer d'autres disciplines, d'autres outils, parce que la psychologie seule ne suffit pas pour accueillir. Donc, la clinique de la mondialité restera le référentiel, en tout cas qui m'aura aidé à me penser en tant que clinicien, mais aussi à penser, en tout cas, l'accueil dans le cadre de dans le cadre de ce travail de recherche. Je finis avec juste cette citation que j'aime bien de Toni Morrison. Il n'existe pas d'étrangers, il n'existe que des versions de nous-mêmes. Donc, les références que j'ai utilisées, je vous remercie pour votre attention. Il y a des questions? On peut prendre 2 questions avant de prendre la pause en haut. À plusieurs reprises, vous avez répété qu'en France, on ne parle pas de racisme. Est-ce que c'est une règle qu'il faut suivre absolument? On ne comprend pas cette perception de dire qu'on ne va pas en parler parce qu'elle existe vraiment. Donc, c'est juste l'ensemble de la population scientifique décide qu'on ne va pas en parler, même si ça existe. Alors, on sait que ça existe. Il y a une présentation, je crois, la présentation du professeur Derivoire, on en parlait. En tout cas, dans le milieu académique, en tout cas à ce jour, on ne peut pas faire des études sur les ethnies, sur les races. Donc, on n'a pas de données, hein, pour telle communauté. Moi, ce qui m'a impressionné lors de ma première participation à ce colloque, c'était de voir comment vous étiez à l'aise de parler de euh, euh, population noire canadienne, population blanche, population asiatique, population arabe, population machin. En France, non, on n'a pas de données. Bon, j'espère que il y aura j'espère que ça va évoluer. C'est pas que le professeur Derivoire en parlait ce matin euh, sur le poids du silence. Donc, est-ce que les mentalités vont évoluer? C'est ce qu'on espère. On va inviter le président ici. On va aller avec docteur. Oui, docteur Jarvis et puis docteur Chaumienne. Et puis on va clôturer avec docteur Chaumienne. Docteur Jarvis. Comme souvent, on a parlé plutôt des mauvais diagnostics et souvent on trouve les personnes que vous avez décrites qui ont des symptômes de post-trauma, mais avec un peu de paranoïa, des choses comme ça, on peut mal diagnostiquer comme ils ont la psychose. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est arrivé avec ces 2 clients-là ou avec d'autres dans des situations semblables. Alors, ce que je peux dire pour ces 2 patients-là, suite en tout cas au diagnostic de polytraumatisme, en tout cas, ils refusaient, hein, d'aller à la rencontre, en tout cas d'aller à l'hôpital, d'aller au rendez-vous clinique avec les psychologues. Parce que selon eux, c'était ce qu'ils n'ont pas nommé, ce qu'ils n'ont pas dit, c'était des erreurs de diagnostic. Hein, j'ai des verbatims où il y a un des participants qui disait
Ah, écoutez, la dame à l'hôpital m'a encore traité de folle. M'a encore traité de folle. Ça dit que j'invalide votre diagnostic. Ben, bien sûr, souvent dans les diagnostics, nous, cliniciens, travailleurs sociaux, on le sait très bien. Donc, il peut y avoir des erreurs diagnostiques parce qu'on n'a pas pris le temps d'évaluer les comorbidités, parce que ce qu'on peut penser, on peut penser qu'on est en face à une dépression, la personne peut juste être en train de confronter à une expérience, quelque chose de passager, et pourtant, donc, c'est pas forcément la dépression qui est en présence. Ça peut être juste une tristesse, une mauvaise nouvelle. Donc, oui, les erreurs diagnostiques, j'ai déjà observé ça dans le passé. Hmm. Et je peux imaginer recevoir une consultation de quelqu'un avec les deux personnes que vous avez décrites en me posant la question présence de psychose, point d'interrogation, des choses comme ça. Donc, c'est pourquoi je vous pose la question. C'est quelque chose qui arrive peut-être dans France ainsi qu'au Canada, n'importe où. Alors, c'est important de dire que c'est des personnes qui ont été rencontrées dans le cadre d'une recherche. J'avais pas, en tout cas, vocation à, à, à émettre des diagnostics. Je partais du déjà là. Je partais du diagnostic déjà, en tout cas, euh, posé par des professionnels, psychologues, psychiatres, par exemple. Moi, je ne questionne pas. En tout cas, je ne dis pas est-ce que c'est un délire, est-ce que c'est, je fais avec tout au long de la recherche. Ben, je pourrais, quand on est face à des symptômes du délire, tout peut penser, tout peut nous porter à croire que c'est du délire. Mais là, dans le cadre de ma recherche, je n'étais pas là pour dire que telle personne, au regard des symptômes, au regard de ce que j'ai observé au niveau de son langage, c'est du délire, c'est du paranoïa, c'est du machin et autres. Oui. Alors, juste pour un commentaire par rapport à nos données ethniques et raciales au Canada, c'est quand même assez nouveau, hein. C'est surtout depuis la COVID qu'on s'est rendu compte que ces populations-là avaient des différences, des disparités, et qu'on n'avait aucune donnée sur ces personnes, notamment aucune donnée de santé administrative selon race. Donc là, ça c'est on peut faire des croisements avec Statistique Canada, données de base administrative, de santé, on n'en a toujours pas. Mais ma question, c'était pas ça. Ma question, c'était la clinique de mondialité dont vous parlez. Est-ce qu'elle existe ou c'est juste quelque chose qu'on doit mettre en pratique? Ou est-ce que... C'est un vaste chantier, alors, qui est lancé par le professeur de Rivoire, ici présent, qu'il développe, on n'a pas le temps, dans un livre qui s'appelle Clinique de la mondialité, savoir vivre avec les autres, savoir vivre avec soi-même. Donc, en tout cas, au laboratoire Psydrépi à Dijon, où on travaille, c'est ce qu'on essaye d'implémenter à travers, en tout cas, en utilisant ce référentiel-là, qui est la clinique de la mondialité. Mais bien sûr, à Lyon, Daniel Derivoire a tout un cabinet qui réfléchit autour de la question. Il y a des colloques, des conférences qui ont été faites. Il y a des étudiants, il y a des thèses qui sont en cours autour de cette clinique de la mondialité. Je crois actuellement il y a une stagiaire québécoise qui est actuellement à l'Université de Bourgogne à Dijon, qui fait justement un stage justement sur la clinique de la mondialité. Donc qui séjourne en France, qui vient du Québec pour essayer. C'est pas un concept. Non, c'est pas juste un concept. Donc ça existe et ça s'opérationnalise